Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie Vox Populi avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. En direct de Montréal, on salue nos invités de la France aussi pour un 12e webinaire de philosophie réflexive, un webinaire qui s'intitule Sagesse et philosophie pratique. Je vais bien sûr me présenter d'abord et on va pouvoir entamer notre sujet. Il y aura bien sûr une période de questions à la fin. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, Mathieu Martel, esprit libre, philosophe, conférencier, professeur de philosophie au collégial, directement de Montréal. Alors, je donne des conférences depuis maintenant plus de 18 ans et j'ai publié quelques livres. Si vous voulez voir mes activités, allez sur mon site mathieumartel.com. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Le sujet aujourd'hui, sagesse et philosophie pratique. Je me suis fait un beau petit plan pour pouvoir justement aborder certains thèmes. L'objectif de cette rencontre est de vous pousser à vous questionner, à vous remettre en question. Et bien sûr, j'espère que cela pourra susciter le goût de philosophie au quotidien, à l'intérieur de vous, et bien sûr, et le partager avec d'autres individus. Alors, je vais commencer avec notre titre, et je vais même y apposer un petit sous-titre. Le titre, c'est Sagesse et philosophie pratique. On pourrait y aller avec un petit sous-titre. Pourquoi s'initier à la pratique philosophique? Ça sera notre sous-titre. Alors, je vais commencer avec une histoire, hein. Si vous ne savez pas d'où vient ce terme de philosophe, hein, qui en grec se prononce philosophos, si vous ne savez pas d'où vient ce terme, eh bien, selon certains témoignages anciens, il viendrait de Pythagore, hein, qui, on le raconte, face à un tyran, se fait demander, Pythagore, hein, un des grands philosophes qui venait de Samos, qui s'est installé au sud de l'Italie, il a fondé une des premières communautés philosophiques à Crotone. On le dit même combattant aux Jeux olympiques, mais est-ce que c'était ce Pythagore-là? Mathématicien, fondateur d'une école, ésotérique en plus, en Italie du Sud, mort d'une façon un peu abrupte selon deux légendes. Je vous raconterai ça tantôt, mais Pythagore est face à un tyran. Je me rappelle plus du nom du tyran. Et le tyran lui demande, qui es-tu? Et Pythagore, pour ne pas froisser le tyran, sachant que sa vie était peut-être en danger, déclare: je suis un ami de la sagesse, un philosophos. Donc, Pythagore a une certaine retenue qui va accompagner finalement la pratique philosophique. Et on trouve ça même chez Socrate, une forme d'humilité, hein? Pythagore ne s'est pas présenté comme étant le sage, le sophos, le savant devant le tyran, mais s'est présenté, hein, dans un rapport au pouvoir pour préserver sa vie, s'est présenté comme étant quelqu'un qui recherche, qui est en route vers le savoir et la sagesse. Alors, c'est comme ça qu'est née, selon certains témoignages, cette notion-là de philosophe. Mais parlons plutôt aussi d'une autre histoire en lien avec Pythagore que je vais vous amener maintenant, qui, on va s'imaginer être dans un stade à Athènes ou dans un stade dans une des villes de la Grèce où on voit très bien, où on entend vraiment, on laisse tomber un dissous et on entend vraiment le son d'une manière incroyable, étant donné la construction de ces stades. Et on va être des spectateurs dans les bancs du haut du stade, assis sur des bancs de pierre. Et nous allons observer des combattants se battre pour un titre, hein, se battre dans le cadre des combats ultimes qui existaient en Grèce antique. On sait que les Jeux ont été fondés en 776 avant notre ère. Et le combat extrême à cette époque était dénommé le pancrace, le tout combat, qui était une forme de mélange de lutte, de boxe et de combat à finir. Nous sommes
assis avec Pythagore, en haut, dans les bancs supérieurs, nous observons deux combattants qui veulent combattre et, bien sûr, être victorieux. Et c'est à partir de cette mise en situation-là que nous pourrons envisager 4 genres de vie. Parce que notre thème aujourd'hui, c'est la philosophie pratique. Et on va se mettre tout de suite dans une mise en situation. Ça va nous permettre de comprendre 4 genres de vie. Alors, il y a la vie des combattants qui se disputent qui se disputent la victoire à travers une discipline, qui est le pancrace. Et chacun des combattants veut être victorieux, veut avoir le dessus sur l'autre et veut bien sûr mériter un prix, un titre, les honneurs. Ce genre de vie-là, qui nous accompagne encore toujours, c'est la recherche du mérite, une vie axée sur la gloire, mais dans un contexte de concours, hein? Qu'on pense à tous les concours qu'il y a eu au niveau du chant, de la poésie, du théâtre et même du combat. Donc, on est face à des individus qui veulent adopter le genre de vie qu'on pourrait appeler le genre de vie axé sur la gloire. Premier genre de vie. Mais nous sommes des observateurs dans ce stade-là et nous voyons des gens aussi en train de manger, en train d'être partisans pour l'un ou l'autre des combattants. Et nous voyons des gens vivant toutes sortes, passant à travers toutes sortes de gammes d'émotions, la colère, la frustration, l'amour, l'allégresse, etc. Et le deuxième genre de vie, c'est la vie axée sur la recherche de plaisir et de sensations fortes. On peut encore vivre ça aujourd'hui lorsqu'on va assister à un spectacle d'un de nos artistes préférés, lorsqu'on va prendre partie, par exemple, dans un match de soccer ou de hockey au Canada, etc. Et à la fois, on est avec des amis, on est bien entouré, on partage, on échange, et aussi, on mange sur les lieux et on vit toutes sortes de sensations fortes et d'émotions. C'est la vie orientée vers les plaisirs et les sensations. Autre genre de vie, on n'aurait pas de Jeux olympiques ni d'événements organisés sans des hommes ou des femmes d'affaires qui, par le biais de relations et de contacts privilégiés, ont mis leurs efforts et ont réfléchi pour être en mesure d'organiser ces jeux-là ou cet événement-là précis, que ce soit du sport ou des spectacles. Donc, ces gens-là, bien sûr, veulent augmenter leur contact de relations d'affaires, mais aussi pouvoir, bien sûr, bénéficier de certains revenus de ces événements-là. Donc, c'est la quête de relations, de pouvoir et de richesse. Mais où est le philosophe dans tout cela? C'est celui ou celle qui observe les jeux et qui réfléchit sur tous ces genres de vie-là, le genre de vie axé sur le plaisir, la recherche de la gloire et la quête de contacts privilégiés ainsi que de quête de biens, d'argent, etc. Là où la philosophe, à l'instar de Pythagore qui est assis justement dans les derniers sièges de ce stade, peut réfléchir et tenter de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le stade? Qui sont les participants? Qui sont les organisateurs? Qui sont les combattants aussi? Donc, du point de vue philosophique, philosopher, c'est commencer par, justement, on commence par la fameuse observation. Et on observe, mais aussi on s'étonne de ce qui est en train de se passer, on tente de comprendre. Donc, la philosophie va s'intéresser au quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, et ensuite, pourquoi? Pourquoi organise-t-on ce genre de jeu? À quoi cela? Quelle est la vocation ou le but de ces jeux? Donc, Pythagore, qui jadis, selon certains témoignages, aurait été lui aussi un combattant, même chose chez Platon. On appelait Platon celui qui était au large front ou aux larges épaules, qui aurait lui aussi
participer à certains combats peut-être de pugilat. On sait que dans l'éducation chez les Grecs, les jeunes passaient à travers une forme d'éducation qui s'appelait la paideia, où on apprenait bien sûr l'art des muses, c'est-à-dire l'histoire, la poésie, la musique, etc. Mais il y avait aussi une formation, un entraînement physique à travers plusieurs disciplines, la gymnastique, la lutte, mais aussi on apprenait à écrire, à compter, et il y avait aussi à travers tout cela un service militaire qui nous amenait à être citoyens, qui venait peaufiner justement notre formation de citoyens. Mais je ne veux pas m'égarer, je veux revenir à notre sujet. Je vous ai présenté 4 genres de vie et la vie philosophique, hormis d'être une vie orientée vers la connaissance et le savoir, implique une approche pratique. Et c'est le thème de notre rencontre aujourd'hui, hein, sagesse et philosophie pratique. Pierre Hadot, je vous invite à aller lire ce superbe livre qui est devenu un classique. Qu'est-ce que la philosophie antique a soutenu une thèse qui était endossée par la suite par plusieurs philosophes, dont un de mes anciens collègues, Daniel Desroches, la philosophie comme manière de vivre. On ne peut pas séparer cette quête de connaissance, de compréhension théorique à une vision pratique de la philosophie, hein? Et justement, ce terme de sagesse qui s'inscrit dans l'étymologie de la philosophie, c'est bien sûr nous ramener à une forme d'éthique, hein? À une forme qui réfère à des pratiques au quotidien. Un peu plus tard dans notre entretien, je vais vous partager quelques pratiques philosophiques qui sont inscrites dans mon art de vivre. Alors, qui dit sagesse, lorsqu'on dit sagesse, ça me fait penser à un texte d'André Comte-Sponville, que je vous suggère aussi, le fameux livre qui était d'abord une conférence prononcée en 2000, Le bonheur désespérément. Et Sponville va à la fois définir dans ce livre le bonheur et la sagesse. Je vais vous synthétiser ça. Il nous dit que le bonheur, c'est bien sûr l'aboutissement de la quête de la philosophie. Et Sponville, justement, voulait renouer avec cette notion du bonheur qui importait bien sûr chez tous ceux et celles qui ont fondé une école de philosophie en Grèce antique. Qu'on pense à Aristote. Aristote nous a légué 2 livres sur l'éthique, sur la philosophie pratique, l'éthique à Nicomaque et l'éthique à Eudème. Il nous dit en quelque sorte que le plus grand bonheur va aboutir à la pratique de la vertu, hein? Donc, va s'inscrire dans le développement des qualités morales. Et il va nous présenter sa vision de l'éthique de l'acquisition de ces qualités morales-là. Mais vous allez me dire, c'est quoi les qualités morales? C'est tenter de vivre de manière excellente en développant des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, mais au quotidien. Et Aristote va nous dire que oui, il faut réfléchir à ces qualités morales-là, mais il faut aussi être persévérant et justement répéter, hein? Donc, c'est à travers une forme d'assiduité, répéter, par exemple, la pratique du courage. Et il va définir le courage en, comment dire, en disant que la vertu, c'est le juste milieu entre 2 extrêmes. Allons-y avec un petit exemple. L'extrême, le manque de courage est un extrême, hein, qui pourrait être appelé la lâcheté. La lâcheté étant ici cet extrême à gauche, à ma gauche, à votre droite, qui est une absence de courage, un manque de courage. Aristote nous dira que c'est à la fois un vice, mais il existe un autre vice qui est à l'autre extrême, qui est
comment dire, un courage extrême en lui-même qu'on appellera, j'espère que où je vais vous poser même la question, on va essayer d'y réfléchir ensemble, qui se nommera, comment on pourrait nommer un courage qui est débordant, un courage qui dépasse les limites? On l'appellera la témérité. Donc, d'un côté, on a la lâcheté. À l'autre extrême, on a la témérité. Mais nous, ce que nous voulons viser, c'est le juste milieu qu'on appellera le courage lui-même. On va tenter de le définir, on va aussi le pratiquer et être persévérant pour être sûr que ce courage-là nous accompagne dans toutes les situations de la vie. Alors, il y a des écoles qui ont été fondées dans l'Antiquité et il y avait toujours dans ces écoles une part de philosophie pratique et un idéal. Que l'on pense à l'Académie de Platon, au lycée d'Aristote, au Stoa Poikile des Stoïciens, que l'on pense au jardin d'Épicure, il y avait peut-être une école qui n'avait pas vraiment de lieu. C'est l'école des cyniques, hein? Qui vient du grec kounos, qui veut dire chien. Et c'était des philosophes qui avaient du mordant. Notre stoïcien, pas notre stoïcien, mais notre cynique par excellence, c'est bien sûr Diogène, qui couchait dans un tonneau ou qui allait se loger dans certains temples, qui vivait une vie complètement inspirée par la nature, mais qui passait son temps, bien sûr, aussi en société, à déambuler sur l'agora et à provoquer les gens, à les confronter. C'est un anticonformiste. Alors, Pierre Hadot, dans son fameux livre Qu'est-ce que la philosophie antique, ou Daniel Desroches qui poursuit le travail d'Hadot, la philosophie comme manière de vivre, ont soutenu tous deux, bien sûr inspirés d'abord par Hadot, que la philosophie antique n'était pas juste une théorie, n'était pas juste une construction théorique accrochée dans les nuages, euh, une forme d'idéalisme ou de rationalisation, mais bien un art de vivre inscrit dans le quotidien. Et c'est ça à quoi qu'on veut toucher aujourd'hui. Montaigne, un des premiers philosophes français, a déclaré « Mon art et mon métier, c'est de vivre. » Et que chacun, chacune dans sa vie doit apprendre à vivre. Et cela n'est pas enseigné à l'école. C'est ce qu'on pourrait appeler l'épreuve de l'école de la vie. Et sans philosophie, sans prise de conscience, sans retour sur soi, sans réflexivité, je crois, et j'adhère à cette position qui va être soutenue par Épicure et par André Comte-Sponville, sans philosophie, pas de possibilité de bonheur. Et c'est là que j'en viens à ma définition, inspirée d'André Comte-Sponville qui dit « La sagesse que les philosophes recherchent, hein, les philosophes pratiquent une activité rationnelle, argumentative, mais qui débouche aussi sur un art de vivre. Cette sagesse, Sponville l'appellera, et notez bien cela en chemin, c'est tellement beau, la pratique du bonheur, mais dans la vérité. Donc, la pratique du bonheur, mais ayant comme critère ultime la vérité. Et je définis ça avec mes jeunes cette semaine en 3 critères. Cette vérité-là, qui pourrait s'inscrire dans une pratique au quotidien. Donc, premier critère de la vérité, l'acceptation de ce qui est, l'acceptation des faits. Hein? Quelquefois, on a de la difficulté à accepter ce qui a lieu, ce qui arrive. Je vais donner quelques exemples pour qu'on puisse aussi, bien sûr, comprendre ce que je veux dire. Donc, premier principe, l'acceptation de ce qui est. Par exemple, ce qui ouvre une porte à une certaine vérité objective. Hein? Donc, allons-y avec un exemple très simple.
Je me réveille ce matin. Quelle heure est-il? Ah, il est 5h30. Parfait. Quelle journée sommes-nous? Nous sommes samedi. Il est bien sûr le matin. Excellent. Donc, je ne travaille pas, etc. Et je sors de chez moi et je suis confronté à la température, la luminosité, etc. Et je tente d'accueillir, d'être à la rencontre de ce qui se présente à moi. Deuxième critère, qui est la cohérence geste-parole, et ça, c'est vraiment inscrit dans la quête de l'excellence, dans la quête de l'éthique. Allons-y avec la cohérence geste-parole, c'est-à-dire, admettons que je défende la valeur de la liberté et que je la prône pour mon propre exercice, je dois aussi être capable de la prôner chez autrui. Je veux que les autres soient libres. Sartre nous dira ça. Je veux ma liberté, mais aussi celle de l'autre. Et je vais tout faire en sorte d'exercer ma liberté et de ne pas la contraindre chez autrui et de l'encourager également chez autrui. Si je me contredis dans l'exercice de ces valeurs-là, justement, c'est là que je suis face au deuxième principe, c'est que je vais être incohérent et je vais me contredire. Par exemple, si j'interdis la liberté à autrui. Donc, le deuxième principe, c'est tenter d'être cohérent et non contradictoire au niveau de l'exercice des valeurs, qui est une forme d'idéal. Troisièmement, l'expression sincère de mes sentiments, de mes émotions et l'expression sincère de ce que je pense. Hein? Ne pas avoir peur de dire ce que je pense, bien sûr à des moments opportuns. Hein, c'est pas... Donc, être quand même aussi subtil et sensible à autrui dans l'expression sincère de mes émotions, de mes pensées. Donc, je présente la vérité dans cette perspective-là. Mais qu'est-ce que le bonheur, qui est cette quête? Hein? On retrouvera chez les philosophes anciens, comment dire, un critère qui reviendra souvent, qui est la fameuse ataraxie, qui est à la fois présente chez les Cyrénaïques, chez Épicure, qui sera un genre d'idéal chez certains, c'est-à-dire l'absence de troubles dans le corps et dans l'esprit qu'on pourra traduire par santé du corps, paix de l'esprit. Ça sera un élément. Mais quelle est cette quête chez Sponville? C'est intéressant parce que chez Sponville, la définition du bonheur, elle est tout autre. Premier principe. Il va appeler ce bonheur-là le bonheur en acte. Donc, ce qui me rend heureux, c'est la pratique de ce que j'aime faire. Faire ce que j'aime, aimer ce que je fais. Pourquoi il l'appelle bonheur en acte, notre Sponville? Parce que on n'est pas séparés. Le bonheur s'inscrit dans une pratique. En ce moment, je suis en train de vous parler, de transmettre. J'aime ce que je fais. J'ai le goût d'être ici. Et mon bonheur n'est pas plus tard, n'est pas séparé de moi, ne va pas venir dans 3 heures, dans le résultat, l'impact qu'aura cette conférence, mais elle se situe dans la pratique de ce que nous aimons. Vous aimez cuisiner, votre bonheur est dans cette pratique, pas nécessairement dans les résultats et dans l'impact que cela aura sur autrui. Votre bonheur est dans la pratique d'un sport, d'une discipline, d'un art. J'espère que vous y trouvez du plaisir, de la stimulation et de l'enrichissement à travers l'acte même. C'est ce qui fera dire c'est ce qui se retrouvera aussi dans la Bhagavad Gita. Hein? On fait les choses pour l'acte même et nous n'avons pas de contrôle sur les effets et sur les fruits qui pourraient suivre cette action-là. Donc, on n'est pas dans une perspective de mérite. On n'est pas des influenceurs qui voulons augmenter nos nombres de followers ou de fans, etc. Là-dessus, je fais un parallèle
avec Bergson. Bergson qui dit que plus grande est la création, plus grande s'ensuit la joie et que l'artiste qui crée, qui est pour lui pour Bergson, la plus grande forme, qui va procurer la plus grande forme de joie, l'artiste qui crée ne se soucie pas des résultats de la création, mais se donne à la création elle-même et c'est de là qu'il en tire une joie divine. Tout ce qui vient autour de cela, renommée, retombées monétaires, des gens qui nous apprécient, lorsqu'on s'attache à ça, c'est qu'on n'est pas certain d'avoir réussi, qu'on n'est pas certain d'être un créateur. Alors, je reviens à mes principes sur Sponville. Deuxième critère, apprécier ce que je fais, apprécier ce que j'ai, avoir de la gratitude, apprécier ce que je suis. Mais est-ce que je me suis aussi posé la question, qui suis-je? Quelle est ma vocation? Hein? Avant de s'apprécier soi-même, il faut peut-être partir à l'instar de Héraclite, qui disait « Je me suis cherché moi-même. Hein? Vous êtes-vous cherché vous-même? » Cette quête de l'appel de l'être. Troisième critère, et ce qui va faire quand même caractériser la vision de la sagesse selon Sponville, c'est un bonheur qui n'attend rien, un bonheur qui n'espère rien. On sait que les trois vertus chrétiennes étant la foi, l'espérance et la charité, est-ce qu'on pourrait dire que Sponville, en bon protestant, puisque je soupçonne qu'il y a un aspect protestant chez lui, car il prône la pratique et n'est pas là pour appuyer cette forme, il ne veut pas qu'on s'accroche à une grande espérance. Hein? Certes, on peut souhaiter aller mieux le lendemain matin si on est malade. On peut se dire « j'espère que mon examen s'est bien passé ». Ça, c'est un léger souhait. Mais Sponville ne veut pas qu'on s'accroche à l'espérance avec un grand E. Ah, donc c'est un bonheur désespéré. Je vais tenter de vous expliquer la chose en vous définissant, bien sûr, c'est quoi l'espérance. Donc, Sponville veut que nous pratiquions un bonheur en acte qui n'attend pas, qui n'est pas passif. Il veut que, à l'instar des stoïciens, que nous soyons volontaires. On voit le côté ici protestant, artisans de notre bonheur. Nous n'avons pas à attendre, à être passifs, à nous placer dans une position où nous baignons dans une forme, ce que je pourrais appeler une forme d'absence. Parce qu'il va définir l'espérance comme une forme d'impuissance. C'est-à-dire, l'espérance est un désir, hein, dont nous ignorons s'il sera satisfait. Est un désir où nous ne sommes pas dans l'action et un désir qui est, le troisième, un désir où il n'y a pas de plaisir et de jouissance. Parce que nous attendons que quelque chose se passe. Des exemples là-dessus, certains attendent l'âme sœur, certains attendent l'emploi idéal, attendent le gros lot. Et là, on se sépare de notre objectif lorsqu'on est dans l'attente. Sponville veut que nous voulions le bonheur, nous voulions la sagesse, en nous plaçant dans un état, un esprit dynamique.
Donc, au lieu d'être passif et d'être dans l'attente, il veut que nous soyons actifs au niveau de la compréhension. Il veut que nous soyons entreprenants. Et tout ça commence, les amis, je vais vous donner un petit principe qu'on sous-estime. Revenons à la base. Se lever de son lit et mettre un pied devant l'autre, sortir de chez soi et aller prendre un café au café qui est pas loin. Certains vont déjà s'offusquer en disant, oui, mais 3, 4, 5 dollars pour un café, c'est une perte. Moi, je ne dirais pas que c'est une perte. Il faut changer notre vision. Lorsqu'on dépense, on s'investit en nous-mêmes. Donc, je m'en vais au café ce matin, je vais écrire mon journal, je discute avec les gens qui passent, je fais une lecture, je me mets dans une atmosphère où je fais aussi des rencontres. Mais vous voyez, c'est que tout commence par un pas devant soi. On va revenir à l'aspect naturel et à la simplicité. Cessons de penser qu'il faut être initié par un maître spirituel, qu'il faut partir en Inde et aller vivre dans un ashram, qu'il faut pratiquer notre méditation zen pendant 25 ans, passer à travers une psychanalyse, faire notre yoga de manière assidue et mériter le bonheur, l'éveil ou quoi que ce soit. Ramenons-nous à la simplicité. Donc, je vous ai partagé un premier exercice, se lever de son lit et mettre un pas devant soi. Si certains ne trouvent pas ça assez éclatant, assez neuf, assez renversant, ben moi, je vous ramène à la simplicité naturelle. Donc, j'ai fini de définir la philosophie selon Sponville. Je vous ai parlé aussi de Montaigne, hein, qui nous dit de développer un art de vivre. Et là, je vais faire un rapport avec Erich Fromm, qui nous propose un art d'aimer. Mais ça va être l'objet de ma conférence du 1er décembre. Je ne vais pas développer mon art d'aimer aujourd'hui, mais je vais vous ramener au principe d'art de vivre. Hein? Donc, Fromm nous parle d'un art d'aimer, mais moi, je veux vous dire qu'il est important, parce qu'on parle de philosophie pratique et de sagesse au quotidien, de développer ou de découvrir son propre art de vivre. Je peux vous donner un deuxième exercice que je pratique, hormis celui de faire mon lit, sortir de mon lit et d'aller au café, et de rester attentif et à l'écoute. Le deuxième, c'est une pratique que je fais depuis 1 an et demi, qui est la pratique du jeûne périodique. Alors, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez le faire. Ce n'est pas une injonction, c'est pas et je le fais par plaisir. Je le fais par plaisir de prendre une pause au niveau de l'ingestion d'aliments. Donc, je m'hydrate et je prends une pause de 16 heures environ. Ça peut être 12 heures, ça peut être 15 heures et ça se fait facilement, simplement pour se dire je repose mon corps. Hein? Puis je peux même me détendre sur un sofa et relaxer, écouter de la musique, écouter un podcast, une conférence dans le noir, justement, et de goûter à ce moment-là, de dire je m'hydrate. Et là, on en profite justement parce que quelquefois, on ne s'hydrate pas assez. Une tisane, une eau Perrier, etc. Un thé le matin, un café à jeun, juste pour prendre une pause. Donc ça, c'est quelque chose que je pratique. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des bienfaits? Ce n'est pas les bienfaits que je recherche, c'est simplement, un, je le fais parce que cela m'a inspiré. Deux, ça me permet de ressentir un calme, un calme au niveau de la digestion, un calme au niveau de l'ingestion d'aliments, etc. Et ça me garde dans un état de sérénité et de vivacité. Là, il peut voir certains effets, mais étant donné que je prône le plaisir
Et je vous ramène à Épicure qui dit que le plaisir, c'est le chemin qui mène à la vie heureuse. Donc, j'ai abandonné toute forme d'obligation, au sens que je ne me force pas pour accomplir certaines tâches, je les fais quand cela m'inspire et quand j'ai le goût. Aller contre soi-même. Même hier, je me disais, je vais aller à la pharmacie, aller me chercher certains. Et là, ça m'a dit intérieurement, non, va juste à côté de chez toi. Ne fais pas le grand détour. Et je me suis écouté dans l'ici et le maintenant. Ça ne sert à rien d'accomplir les actions en se disant il le faut parce que je me le suis dit, parce que cela doit être. Je vous amène aujourd'hui à réfléchir à savoir pourquoi pas plutôt y aller avec la voie du plaisir, de l'appel intérieur, de la passion, du goût. Et si, admettons que nous avons une date butoir et que nous n'avons pas le choix de remplir certains documents et qu'il nous reste 3 jours, bien là, on le fera quand ça sera une nécessité. Mais si on peut le reporter, pourquoi pas? Et si on s'était dit ce matin, bien ce matin, je m'étais dit que je faisais un grand ménage chez moi, mais je n'ai aucun appel pour ce grand ménage. J'ai plutôt l'appel d'aller faire une promenade sur une montagne. Allez-y avec la promenade et vous allez peut-être ressortir avec plus d'énergie, plus de joie de vivre et après, vous serez peut-être inspiré. Donc, cela, dans mon art de vivre, ça s'inscrit. Y aller toujours par passion, par goût, par plaisir. Et cela va créer une forme de dynamisme parce que nous accomplissons, comme ce matin, j'ai pratiqué la transposition de certaines pièces sur ma basse électrique à différents endroits, à 4 endroits différents. Je jouais la mélodie à 4 endroits différents. Et j'appréciais parce que j'avais le goût et c'est venu toute seule. Donc, voilà ce que je propose pour être davantage en contact avec ce que nous ressentons intérieurement. C'est ce qui nous amène aussi à ne pas avoir honte d'annuler certains rendez-vous et d'avoir honte de dire non. Ça sera une prochaine fois. Je n'ai pas le goût. Donc, un autre principe, c'est l'oscillation du oui et du non dans la vie. Nous ne pouvons pas toujours dire oui à tout le monde, à tout. Il faut s'arrêter quelques secondes, à l'instar de Jim Carrey dans le film Yes Man. À un certain moment donné, il se dit, je n'arrête pas de dire oui à tout, j'avais besoin d'une période d'ouverture, d'expérimenter différentes activités qui étaient hors caractère. Mais là, je me rends compte que je suis en train de dire oui tout le temps et je ne me demande pas intérieurement, est-ce que j'ai profondément le goût? Hein? Donc, je vous invite à vous poser, à faire la pratique du oui et du non. Et lorsqu'on dit non à quelque chose, mettons que quelqu'un m'avait invité, je me rappelle, pour sa fête, à une projection cinématographique dans un cinéma. J'avais de la misère à rester debout, j'avais mal dormi. J'ai dit à mon ami, je crois que je vais me reposer, je ne serai pas de bonne compagnie, j'ai de la misère à garder les yeux ouverts. Et au plaisir de se reprendre, pour une autre sortie, il m'a dit, oui, aucun problème, on ira sur ta terrasse ou la mienne. J'ai dit, bonne soirée, Daniel. Il m'a dit, merci, etc. Donc, ça fait partie justement de l'expression de la vérité au niveau des sentiments, au niveau de sa pensée, et pas avoir peur de le communiquer et de laisser la porte ouverte. Donc, c'est-à-dire, dire non à quelque chose, pour moi, c'était dire oui à un repos et j'ai dormi 14 heures de suite. J'avais besoin, j'ai dit non à une activité sociale où j'allais pas être dans un état favorable et j'ai dit oui à mon repos. Puis j'ai dit oui à mon invité, à celui qui m'avait invité. Oui, nous allons nous reprendre.
Donc, quelquefois, nous avons de la difficulté à nous positionner et l'exercice du oui, la friction du oui et du non font partie aussi d'une pratique philosophique, une de mes pratiques philosophiques au quotidien. Autre pratique, inspirée de Karl Jaspers dans son livre Introduction à la philosophie, où il nous dit que l'origine de la philosophie, c'est trois choses. Je vais parler de la première. L'étonnement, en grec, tomazein, être frappé par la foudre. Hein? Est-ce que vous vous laissez étonner? Est-ce que vous vous étonnez de ce que vous vivez au quotidien, des rencontres, des propos des gens? Si oui, c'est que vous êtes peut-être curieux, vous vous laissez toucher par les expériences de la vie, et qui s'étonne cherche à savoir, cherche à comprendre le phénomène, sans justement se placer de façon trop rapide dans le jugement, catégorique. Cela est inacceptable, cela est acceptable. Mais sommes-nous là pour étudier les phénomènes de la vie, ce que nous rencontrons? Je vous donne un exemple que j'ai vécu l'autre fois. C'est très simple. J'ai une étudiante je pose 2 questions et j'écris bien au tableau, répondez aux 2 questions, la question 1 et la question 2. La question 1, c'était, je leur demandais, et vous pourriez peut-être y répondre par plaisir après, qu'est-ce que vous espérez le plus en ce moment dans votre vie? 7 à 8 lignes. Et la deuxième question, pourquoi est-il parfois difficile de dire la vérité? La jeune fille me remet sa copie, mais elle répond simplement, elle énonce les 2 questions, mais elle répond simplement à la question 2. Et là, je m'étonne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, ça commence. A-t-elle mal lu qu'il fallait répondre aux 2 questions? Habituellement, on répond aux 2 questions, mais une seule fois, j'avais demandé, choisissez une question sur 2. A-t-elle mal lu au tableau ou s'est-elle souvenue de l'avant-dernière fois où nous avions répondu à une question? Ou est-elle, comment dire, mal à l'aise avec la question de qu'espérez-vous le plus dans votre vie actuellement? Vous voyez, je me suis posé des questions pour savoir et je ne savais pas. J'ai fini par savoir la vraie réponse parce que j'ai reçu un courriel. Pourquoi, monsieur, j'ai eu 1 sur 2 dans la question? Elle me répond qu'elle voulait répondre à la question, mais qu'elle pensait qu'il fallait simplement répondre à une. Mais s'étonner, c'est ça, c'est face à des événements qui arrivent, laisser monter les questions et ne pas avoir peur de se sentir troublé par ce qui est. Einstein valorisait la curiosité, Platon et Aristote valorisaient justement ce désir de savoir et de comprendre qui commence avec l'étonnement, qui est la première origine qui nous mène à la philosophie. Philosopher, c'est apprendre à vivre avec ces questions, mais aussi peut-être se pencher sur les questions qui nous habitent. Ce qui m'a fait écrire justement 6 livres, c'est que j'ai voulu traiter, réfléchir sur les questions qui m'habitaient. C'est ce que Nietzsche disait. Je n'ai pas réfléchi, Nietzsche, je n'ai que réfléchi, je n'ai que réfléchi aux questions qui m'interpellaient profondément. Mais vous avez vos propres questions, et moi, en quelque sorte, la question de l'art de vivre, du bonheur, de la sagesse, m'a toujours inspiré. Et je suis content d'avoir vécu des expériences et les avoir traduites par des réflexions, par écrit. D'autres vont s'exprimer à travers la peinture, le dessin, la musique, la vidéo, la photographie. Mais pour les philosophes, c'est souvent par la voie de l'oralité
ou encore par les écrits. Pourquoi la sagesse? Pourquoi cette quête de sagesse-là? Les philosophes anciens vont dire c'est la recherche du bien vivre qui va nous permettre justement de trouver un art ou des principes qui vont nous aider à mieux vivre au quotidien. Mais est-ce qu'on va sortir de nos grands questionnements? Je ne crois pas. Est-ce qu'on sera toujours, comment dire, est-ce qu'on sera toujours confronté à des obstacles et des épreuves? Oui. Et Sartre le dira en disant que nous n'avons pas le choix de nous positionner au quotidien. Hein? Nous n'avons pas le choix de nous décider, de faire des choix. Et nous serons toujours, c'est ce que Jaspers appellera comme troisième principe, confrontés à des situations limites qui vont nous troubler. Le deuil d'un animal de compagnie, la perte d'un compagnon, d'une compagne, d'un être cher, un accident, une maladie, une épreuve, un congédiement, un moment de tristesse, de léthargie, de déprime. Nous ne sommes pas à l'abri de ça, mais lorsque nous philosophons, nous pouvons notamment relativiser ce qui nous arrive. Prenons-nous nos problèmes trop au sérieux? Hein? Est-ce que nous apprenons à avoir une distance face à ce qui nous arrive? Est-ce que nous apprenons à relativiser ce qui nous arrive? C'est ce qu'il fera dire à Sioran, nous sommes tous et toutes des farceurs, car la plupart du temps, nous survivons à nos problèmes. Nous nous en faisons toujours beaucoup trop et nous prenons tout ce qui nous arrive peut-être trop au sérieux. Ça sera le fruit de ma prochaine conférence vendredi prochain à Montréal. Cesser de prendre ses problèmes au sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas à l'abri des difficultés, mais lorsque nous développons notre art de vivre, nous allons peut-être relativiser ce qui nous arrive en philosophant. Et certains sages aussi, des traditions de l'Advaita Vedanta, du Shivaïsme du Cachemire, qu'on pense aussi à Krishnamurti, Nisargadatta, nous diront qu'il faut apprendre à... C'est quoi qui différencie le sage de l'homme du commun? Le sage vit toutes sortes de gammes d'émotions, des problèmes. Simplement, c'est comme s'il accueillait ce qui vient en ne se sentant pas submergé par certains événements, mais peut-être en les embrassant et en les conscientisant, en n'étant pas en lutte face à ce qui arrive, en disant oui et en étant présent, attentif, en se laissant traverser par des prises de conscience. Cela fait un genre d'alchimie. Et nous nous polissons notre être et nous apprenons justement à euh, peut-être apprendre à être une goutte d'eau dans l'océan. Si on se voit comme non séparé de notre peine, non séparé de notre colère, non séparé de notre état de fébrilité, si on est capable de se dire « je sens que je suis fébrile » et respirer dans cet état, ou simplement se déposer, ou simplement en profiter pour écrire sur cet état-là, déjà là, peut-être qu'on amenuise ce que nous vivons. Je vais juste terminer peut-être avec quelques petits points, puis on va y aller avec des questions, s'il y en a qui ont des questions. Merci à tous et à toutes d'être là, que vous soyez en France ou que vous soyez au Québec. Sachez que vous allez pouvoir réécouter cet entretien. Vous allez la recevoir, bien sûr, à travers un courriel et vous allez pouvoir réécouter cette vidéo et nos 11 conférences que nous avons faites avec Vox Populi. Je remercie Jean à ce sujet de m'avoir invité. Alors,
Je vais y aller avec dernier principe sur peut-être deux de mes deux principes sur l'art de vivre, parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'était sagesse et philosophie pratique. Et ça, je le répète toujours aux gens autour de moi, et c'est les stoïciens qui m'ont inspiré. Vivre une situation à la fois. Ne pas projeter notre état actuel sur le lendemain, sur le reste de la semaine. Donc, il nous arrive un moment difficile. Nous vivons de l'anxiété, de l'angoisse. Assoyons-nous, couchons-nous sur un matelas, sur un sofa, respirons profondément à travers ce qui nous arrive, à travers les sensations de ce qui nous arrive, ce qui surgit en nous. Mais surtout, occupons-nous d'un événement un moment à la fois. Je pratique justement cette approche depuis plusieurs années, ce qui nous aide à ne pas teinter ou à ne pas baigner de façon constante avec un état, mettons, d'anxiété ou d'angoisse et de se dire, demain, comment ça va être demain? Mais là, si je suis ainsi aujourd'hui, ma semaine pourrait être épouvantable. Et là, on commence à angoisser, augmenter notre anxiété, notre angoisse. Ramenons-nous à que pouvons-nous faire? Hein? Constatons ce qui se passe. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez... L'autre fois, je fais un paiement bancaire, mais écoutez bien ça, je paye, au lieu de payer ma carte de crédit dans le compte de ma carte de crédit, je paye un montant de 700-800 $ et je le transfère dans un ancien compte téléphonique sur le portail de la banque et j'envoie 800 $ dans un compte qui n'existe plus ou un compte de téléphone actuel. Je fais le paiement, bien sûr, tôt le matin et là, je dis, qu'est-ce que je viens de faire? Je n'ai pas payé au bon endroit. Et là, on voit tout de suite une situation. Je veux vous mettre dans une situation concrète. Là, je dis, merde, qu'est-ce que je viens de faire? Parfait, OK. Bon, je me mets un mot. Là, c'est sûr que le souffle augmente, je suis énervé, je viens de faire une gaffe. Est-ce que c'est réparable? Bon, mais je vais appeler la banque à 9 h à l'ouverture et demander conseil. Et finalement, et là, j'étais stressé parce que le 800 $ n'allait pas à bonne place, j'allais avoir des retards, etc. La jeune fille me guide, monsieur, vous avez fait ça quand? Ah, ben, cette nuit à 5 h du matin ou 4 h. Parfait. Vous avez quand même 48 à 172 heures. On peut annuler le paiement. Je vais vous guider dans la démarche. Et là, je suis allé faire la démarche et j'ai appris quelque chose, qu'on pouvait annuler ce genre, mais j'ai demandé de l'aide. Et je me suis dit, je vais aller prendre mon café avant et à 9 h, j'appelle. Donc, déposer ça sur une feuille, se mettre un petit rappel pour s'aider à... Et là, j'ai quand même écrit mon journal, j'ai lu, j'avais hâte à 9 h, mais faire ce que l'on peut, ce qui est possible, et tenter de ne pas baigner, de ne pas suralimenter cette émotion-là. Et après, j'ai corrigé la chose et j'ai partagé la bonne nouvelle à certains amis pour dire si t'arrive tel problème, et vous voyez comme lorsqu'on se sort d'un certain état, et moi j'avais vécu jadis de l'anxiété ou de l'angoisse, je veux que les autres puissent en profiter. Comment se libérer de cet état-là? La solution, c'est de se ramener au présent. Je ne peux pas, et c'est ce qui est dans le livre des Stoïciens, dans le fameux livre, le manuel d'Épictète, le grand discernement, c'est comprendre que certaines choses ne dépendent pas de nous et d'autres dépendent de nous. Et être sage, c'est s'occuper de ce qui dépend de notre pensée et de notre volonté. Le reste, on met ça de côté. Ça rejoint Sponville quand il nous dit « Cesse d'espérer
grandement, de t'accrocher à l'espérance, à une forme d'impuissance et d'attente, et apprends à vouloir. De quoi peux-tu t'occuper ici et maintenant dans ta vie? Les réponses que tu attends du médecin, d'une admission dans un programme, ça ne dépend pas de toi. De quoi peux-tu t'occuper? De ton alimentation, de ton exercice physique, de ta culture intellectuelle, d'accomplir certaines tâches? Hein? Tente de le faire quand ça te plaît, quand c'est plaisant, quand c'est passionnant, quand cela t'inspire. Mais pour le reste, apprenons justement à pratiquer ce que j'appellerais s'abandonner. On s'abandonne à ce qui ne dépend pas de nous et on fait ce qui dépend de nous. Dernier conseil inspiré des stoïciens, dernier principe pratique que je vous partage aujourd'hui. Et là, maintenant, je vais y aller peut-être avec des questions. S'il y a des gens qui ont des questions, j'en profite pour faire un petit tour de remerciements. Merci à Lise, Cathy, Carole, Yolande, Nicole, Christine, Nico, Jean-Charles, Véronique, Vanda et Nicole. Et Jean, merci d'être présents et présentes. Est-ce qu'il y en a qui auraient une petite question, un petit commentaire à partager avec nos auditeurs et auditrices en ce moment dans ce petit webinaire de philosophie réflexive qui s'intitule Sagesse et philosophie pratique? Voilà ce dont j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Est-ce qu'on a une petite question? Si oui, profitez-en pour ouvrir votre micro et on écoute Jean-Charles d'abord. Salut Jean-Charles. Bonjour. Ça va d'abord être des commentaires rapides. D'abord, c'est passionnant. La façon dont tu parles est vraiment intéressante. Ton conférencier, là, si on appelle ça un conférencier, c'est fantastique. Euh, Merci Jean-Charles. Deuxièmement, ça me touche beaucoup. D'abord, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté euh, un propos de philosophie. Je me rends compte que, d'une part, je suis plus philosophe que je ne le pensais. Hmm. D'autre part, que c'est vraiment extrêmement vivant, extrêmement important. J'espère que la philosophie est toujours enseignée partout, tout en supposant qu'elle n'est pas assez. Et je trouve ça hyper important. Et dans mon métier, qui est plutôt de l'ordre de l'ordre clinique, avec des gens qui souffrent, Hmm. je trouve que cette philosophie, et notamment quand on reconnaît les aspects, quand on en ouvre les aspects pratiques, ce que tu fais, c'est Mhm. marrant, je te tutoie, c'est marrant, ce que tu fais, c'est vraiment un terrain hyper important, comment dirais-je, je vais utiliser un terme un peu idiot, comme prévention de santé. Mhm. Comme parcours de santé. Donc, c'est pas seulement dans les. Je dis pas des choses à toi, je dis des choses comme ça. Mhm. C'est pas seulement un truc philosopho, machin, un truc, machin. C'est très, très biologiquement important, biologiquement, organiquement important. Alors, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait restimuler mon plaisir de la philosophie. Ah, merci beaucoup, Jean-Charles. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, c'est une approche préventive au sens que, Véronique, juste fermer ton petit micro, s'il te plaît. Donc, au sens de l'importance, redonnons une place au plaisir, mais le plaisir qui nous inspire à vivre. Je me rappelle d'avoir vécu un moment où j'avais perdu du poids, je n'avais plus le goût de grand-chose, etc. Et je me dis, ramenons-nous à l'essentiel. Et c'est là qu'Épicure intervient, qu'il nous dit, le plaisir, il a sa place lorsque nous souffrons. C'est dans la lettre à Ménécée. Lorsque nous souffrons, et j'avais déjà donné le conseil à un ami qui m'avait appelé à minuit, qui souffrait d'angoisse et d'anxiété, et j'avais dit à cet ami, mais tu aimes le thé, pourquoi pas ne... Puis j'avais que c'est un ami, un oiseau de nuit qui se couchait très tard. Puis j'avais dit, ben, fais-toi un bon thé, pratique ton piano et écoute un film japonais. Et il m'avait dit, ben oui, c'est ça. Il souffrait. Et c'est là qu'Épicure, dans un texte ancien, qui date de 2000,
presque 500 ans, déclare que le plaisir, doit se situer, ou il est important d'aller vers le plaisir lorsque nous n'allons pas bien. Il faut se remémorer ce qui nous fait du bien. Le plaisir est un des biens naturels. Mais si tout va bien dans votre vie, que vous vivez ce que Épicure appelait l'expérience d'ataraxie, si votre esprit est clair, votre corps ne souffre pas, vous n'êtes pas troublé par toutes sortes d'émotions, vous vivez ce qu'on appelle l'absence de trouble dans l'esprit, dans le corps, n'en rajoutez pas. Épicure nous dit, il n'est pas question ici d'y aller avec l'accumulation des plaisirs avec excès. Goûtez à cet état-là, qui est souvent rare et exceptionnel, savourez-le et dites, mais je n'ai pas de problème, rien ne va mal, réjouissons-nous et goûtons à cet état-là, ici et maintenant, comme « Wow, je vais très bien, je ne sais pas pourquoi, la vie est belle », soyons pleins de gratitude, chérissons ce moment, mais comme le dit Jean-Charles, oui, pour être préventif face à la santé, à quoi que ce soit, allons vers ce qui nous plaît, ce qui nous donne le goût. Ça paraît tellement simple, ça paraît être une évidence, mais quelquefois, nous nous égarons et nous oublions de revenir à ce qui nous donne le goût de vivre et ce qui nous plaît. Est-ce qu'il y aurait un dernier commentaire? Et j'espère qu'on va pouvoir... J'écoute Véronique. On t'écoute, Véronique. Oui, bonjour. Moi, c'est un commentaire parce que tu me fais rappeler toutes les épreuves de vie que j'ai vécues, puis j'ai vécu des épreuves assez difficiles. Puis je veux dire que j'ai appris à relativiser justement là, avec le temps, là, ça a pris beaucoup de temps. Puis la seule chose dans ma vie qui est une nécessité, c'est mes médicaments, veux pas. Fait que ça, c'est quelque chose qui dépend pas de moi. Donc, tu sais, je le laisse de Voilà. côté. Voilà. Puis aussi, dans mon travail, tu sais, j'aime beaucoup mon travail parce que ça m'apporte beaucoup. Puis j'ai appris aussi à passer à travers beaucoup d'épreuves dans mon travail. Exemple, quand c'est un don d'organes qu'il faut transporter, puis la famille est là. Ça, c'est extrêmement difficile au niveau émotionnel, là. Je vais le compter un peu, là. C'était Madame X qui était morte cliniquement, puis son conjoint, puis ses deux jeunes filles étaient là. Puis là, pendant le trajet, il pleurait pas, là. C'était correct. Mais ça, je retenais beaucoup mes larmes parce qu'il faisait jouer une musique, une chanson très pour le thème, tu sais, de l'événement, tu sais. C'était vraiment triste. Puis quand on est arrivé au SAS, dès que les deux filles ont commencé à pleurer, puis la plus jeune s'est retirée du SAS, on a commencé à pleurer, moi et ma collègue. On était deux à la transporter. Puis l'inhalothérapeute aussi a pleuré. Donc, c'était très, très difficile. Mais Véronique, je te remercie de ton témoignage. Puis, ce que je vais juste fermer ton petit micro. Je vais rebondir là-dessus pour terminer. Juste fermer ton micro, Véronique, s'il te plaît. Donc, ce que je veux dire, c'est bien ce que tu dis. Donc, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que tu aimes ton travail et ça implique justement, tu aimes ce que tu fais ce que tu aimes, mais à travers notre vocation et notre métier, nous vivons toutes sortes d'émotions qui se réveillent en nous-mêmes à travers justement la situation de gens qui sont décédés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça réveille la vie en nous, hein. Par empathie, tu as ressenti de l'empathie envers le mourant et la famille, etc. Mais ça a réveillé quelque chose qui était présent en toi et cela, à la fois, c'est triste, mais c'est vivifiant. C'est un peu,
on a l'envers. Lorsque nous vivons un phénomène de tristesse, c'est à la fois aussi, c'est la vie qui veut vivre, qui veut s'exprimer, se déployer, ce qu'Aristote appellera une forme de catharsis, de purification des émotions que l'on vit à travers une situation émotionnelle qui ne nous concerne pas, qui nous concerne, à travers une expérience esthétique, musicale, cinématographique. Et il est bien de justement, de se laisser porter par cette purification alchimique de l'expérience des émotions que nous ne la souhaitons pas souvent. C'est qu'on vit quelque chose d'involontaire, mais ça fait partie justement de la vie. À ce sujet, peut-être que ce sera un thème à aborder pour notre prochaine rencontre. Et je voudrais vous remercier tous et toutes d'avoir été présents et je vais passer la parole à Jean. Et il y a Vanda qui voulait s'exprimer. OK, on va écouter Vanda et après, on va passer à Jean. Et peut-être qu'on aura une rencontre au mois de novembre. Vas-y, Vanda. Bien, bonjour tout le monde. Alors, Mathieu, ça fait longtemps qu'on se connaît. D'abord à l'Institut de gériatrie au 6e étage, numéro 6804, après ça sur Saint-Denis et maintenant sur Crémazie. Alors, je vais aller te voir, évidemment, essayer de prendre ces problèmes au sérieux à 19h. Pas très loin de chez moi. Et même, je peux faire à pied. Une fois que je suis rendue au métro, disons, Crémazie. 51, etc. Et puis, comme ça me permet de faire des pas et comme ça, je peux penser à ce moment-là. Ah oui, parce que, comme disait Aristote, hein, on réfléchit en marchant. Il était nommé le péripatéticien, un philosophe, Et tu en connais, marchant. tu connais, disons, le Mont-Royal? Je Oui. marche là, dans le YMCA du parc. Je pars de chez moi, j'habite à côté, je fais dans les 12 000 pas par jour. Wow! Vous êtes en train de me battre, là. Merci, Vanda, pour ton Ça fait longtemps témoignage. que je suis à la retraite, alors j'en profite. Ben oui, justement, il faut en profiter de faire ce qu'on aime. Je vais passer, Véronique, je vais être obligé de passer la parole à Jean parce qu'on a dépassé les 11h10 bientôt et on va peut-être se revoir au mois de novembre pour une autre rencontre. Jean, je t'écoute.